mythe que vous allez retrouver parmi les européistes sur la sortie de l'euro. Ça, c'est pas directement sur l'euro, mais c'est assez symptomatique de l'idée de sortie de l'euro. Ça va être l'apocalypse et le cataclysme. C'était au moment de la Constitution européenne, vous savez, de 2005. L'argumentation très rationnelle de M. Bayrou, c'était, je vous le dis, de toutes mes fibres, si le non l'emporte, il pleuvra plus de 40 jours. Donc vous voyez bien la rationalité du bonhomme quand il parle des questions européennes. Un des grands mythes et une des grandes peurs, c'est la sortie de l'euro qui ferait exploser la dette. Il y a des belles déclarations, on retrouve François Bayrou là-dessus, qui nous disait « L'éclatement de l'euro nous obligerait à rembourser en monnaie faible une dette libellée en monnaie forte. » C'est le scénario qu'a connu l'Argentine avec une baisse de 50% du niveau de vie en 6 mois, 53% de la population passée en dessous du seuil de pauvreté, des émeutes sanglantes et l'exil de plusieurs centaines de milliers d'Argentins. Donc là encore, il décrit un scénario d'apocalypse qui se passerait si jamais la France sort de l'euro. Monsieur Sarkozy encore, si la France ou tel autre pays sort de l'euro, sa monnaie se dévaluera, mais sa dette que nous devons restera libellée en euros. Donc la sortie de l'euro consiste à doubler ou à tripler la dette du pays. Bon, en plus de ça, il faudrait qu'il retourne en classe, monsieur Sarkozy, parce que pour doubler ou tripler la dette du pays, il faudrait que l'euro se dévalue de 60... Enfin, le franc se dévalue de 60 à 70%. Il n'y a aucune étude sérieuse qui va jusque-là. Le maximum, ce serait 30%. Et Sarkozy nous dit toujours, pour faire peur, si on sort, ça doublerait, ça triplerait la dette. Sauf qu'il y a quelque chose qu'ils oublient, visiblement, ils ne connaissent pas leur droit international. C'est le principe de lex monetae. C'est d'ailleurs le principe, et c'est ce qui est dit dans cette note de la Banque de France, ce principe a été appliqué, c'est le principe de continuation des contrats. Ça a été appliqué au moment du passage au franc à l'euro, parce qu'on aurait pu se faire la même logique en disant, effectivement, il va y avoir des changements de parité in fine. Il y a l'euro qui va s'apprécier ou se déprécier, donc on peut être lésé si je suis détenteur du bon du trésor français. Si l'euro se déprécie par rapport à ce que j'avais en francs, je vais être lésé. Mais vous n'avez jamais entendu une seule plainte là-dessus où des gens qui ont demandé à récupérer en valeur du franc l'euro qui serait déprécié. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que cette lex monetae nous dit que c'est un principe universel d'exécution des contrats, quelle que soit la loi régissant le contrat. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait foi, c'est pas la nationalité du créancier, c'est-à-dire que, imaginons un Américain ou un Japonais qui a la dette française, ce qui fait foi, c'est la nationalité du contrat. Et ça veut dire que si une dette est en contrat de droit français, ce qui fait foi, c'est la monnaie qui a lieu en cours dans le pays. Donc si demain la France sort de l'euro et reprend le franc, tous les contrats de dette en droit français seront convertis de facto au taux de 1 pour 1 de l'euro au franc. Et les créanciers ne pourront rien dire. Vous n'avez jamais eu une action en justice qui a fonctionné au niveau du droit international parce que la lex monetae a toujours fait foi. Donc ça, c'est entièrement faux. C'est ce que dit la Banque de France, même à l'époque du passage du franc à l'euro, c'est un principe universellement reconnu. Et on pourrait dire d'ailleurs, a fortiori avec l'Allemagne, c'était d'ailleurs la justification aussi de la Bundesbank de l'époque, l'Allemagne qui est une monnaie qui sur le long terme a tendance à s'apprécier, tous les détenteurs de dette allemande à l'époque pouvaient dire, quand on va passer du mark à l'euro, je vais être complètement lésé parce que mon marque se serait réapprécié et je vais être payé dans une monnaie qui est moins chère, donc je vais être complètement floué. Vous n'avez aucun acteur économique qui a porté plainte contre l'Allemagne ou qui a demandé à se faire payer sa dette allemande en marque à la place de l'euro, parce qu'il y a cette lex monetae. Donc tous les arguments bidons de Sarkozy ou d'autres qui vous disent que si vous sortez de l'euro et que vous repassez au franc et que votre dette va exploser, il faudrait les remettre devant le droit international, parce qu'ils n'y connaissent absolument rien. Ou pire, ils connaissent, mais ils sont de mauvaise foi, ce qui est sûrement le cas également. Ce qu'on voit ici, c'est au niveau de la dette publique, il y a 97% de la dette française qui est en contrat de droit français. Donc la réévaluation d'une dépréciation du franc, ça serait sur 3% de la dette publique. Donc c'est vrai que Sarkozy a raison, ça va vachement doubler ou tripler. Pour ce qui est de la dette des ménages, c'est à 98,5% que la dette des ménages est en droit français. Donc encore une fois, il n'y aura pas du tout d'explosion de la dette pour les ménages, c'est entièrement faux. Pour ce qui est des banques et des assurances, c'est plus difficile à évaluer parce que forcément, ils ont des devises
de beaucoup de pays, mais il y a eu une grande étude de la BRI, vous savez, la Banque des règlements internationaux, qui disait que le système bancaire pouvait parfaitement digérer le choc parce qu'ils ont fait des études, des simulations d'explosion de l'euro, et qui disait que au maximum, ça coûterait 5 milliards d'euros. Surtout le système bancaire français, c'est absolument rien. La BCE monétise 60 milliards, par exemple, par mois en ce moment. 5 milliards, c'est pas grand-chose. Et au niveau, on pourrait dire au niveau des entreprises, il y a eu un article il n'y a pas longtemps de Jacques Sapir qui disait qu'il pourrait y avoir des pertes, il disait qu'au maximum, ça serait de l'ordre de 2 milliards. Donc effectivement, comme tout choix économique, il y aurait des gagnants, il y aurait des perdants selon les actifs et les passifs, les dettes que détiennent telle ou telle entreprise. Mais au grosso modo de l'économie et des entreprises, ça serait assez neutre. Et ce qu'on regarde même, ça c'est une étude de Nomura, c'est que au niveau des multinationales, la France a des actifs plus importants que des passifs en dette étrangère. Et quand vous avez des actifs et que votre monnaie se déprécie, que vous avez des actifs étrangers, ces actifs ils se réévaluent à la hausse. Donc même si vous avez votre dette qui augmente, parce que vous avez des contrats par exemple en droit étranger, pas en droit français, des contrats de dette, vous avez vos actifs qui se réévaluent effectivement à la hausse, donc vous pouvez largement y faire face. Et là on a une position nette de 13%, c'est-à-dire que les grandes entreprises françaises ont bien plus d'actifs en monnaie étrangère qu'elles n'ont de dettes en contrats étrangers. Donc même de ce côté-là, il n'y aurait pas trop de soucis. Donc on pourrait largement digérer le choc d'un point de vue de l'endettement. Il y a un autre argument qu'on vous sort souvent, c'est sortir de l'euro, il faudra exploser le prix de l'essence. Là on va retrouver Nadine Morano, qui est aussi très très forte en maths. Elle nous dit « Les Français comprennent que si on achète notre pétrole 30% plus cher, eh bien à la pompe, ils vont payer leur litre d'essence 3 euros. » Vous connaissez peut-être pas le prix de l'essence. Grosso modo, au maximum, il est à 1,5. Si vous augmentez de 30%, je ne vois pas trop comment il peut atteindre 3 euros. Mais Nadine Morano, pour elle, c'est possible. Donc voilà, c'est l'argument. Grosso modo, au-delà de son erreur de calcul qui est assez ridicule, vous pouvez vous dire, son argumentation et son raisonnement, c'est de dire si votre monnaie se déprécie de 30%, votre prix à la pompe va être plus cher de 30%. Les jeunes socialistes ne sont pas en reste, ils nous disent que si on sort de l'euro, il y aurait un doublement du prix de l'essence. Là aussi, c'est assez énorme. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est la composition du prix des carburants. Parce que pour que votre carburant augmente de 30%, ça voudrait dire que 100% de votre prix à la pompe, c'est le pétrole brut. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le pétrole brut, c'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est qu'une toute petite partie, enfin c'est une minorité du prix de l'essence à la pompe. Parce que la majorité du prix de l'essence à la pompe est constituée, bon après il y a des marges, raffineurs ou autres, mais c'est composé grosso modo, que ce soit le gasoil ou que ce soit l'essence, de taxes. Donc, j'ai fait ma petite simulation. Si on déprécie le franc de 30%, la hausse du prix à la pompe, elle ne sera pas du tout de 30%. Sur le gasoil, il passerait de 1,1 à 1,23, donc c'est une hausse de 11%, 12%. Et sur l'essence, la hausse sera encore moins, ça serait moins de 11%. En sachant que parallèlement, évidemment, si on fait une sortie de l'euro, on peut très très bien, ça c'est en hypothèse, toute chose étant égale par ailleurs, mais on peut très bien se dire que comme on sort du franc, qu'on va améliorer notre compétitivité, qu'on va avoir plus de rentrées fiscales, on peut très bien se dire qu'on baisse la taxe sur les produits pétroliers pour avoir un choc beaucoup plus lisse. Mais encore une fois, l'explosion du prix de l'essence n'a pas lieu. Et est-ce que tous ces arguments qu'on vous sortez sur le prix de l'essence ou autre, quand l'euro est passé de 1,3 à 1,06, ça équivaut à une dépréciation de 30%. Est-ce que vous avez vu les prix à la hausse exploser, le coût de la vie exploser? Non, pas du tout. Donc cet argument d'apocalypse est clairement bidon et en plus il est erroné au niveau des faits, comme vous pouvez le voir ici. Il y a un autre argument, c'est de dire que sortir de l'euro fera exploser nos prix à l'importation, donc vous allez baisser votre pouvoir d'achat, etc. C'est tout l'argumentaire qu'on vous sort. C'est un jeu à somme nulle, grosso modo. On vous dit c'est un jeu à somme nulle parce qu'on importe beaucoup, même il y a beaucoup d'importations dans nos exportations.
Donc si vous baissez votre prix, comme quand la monnaie se déprécie, les importations sont relativement plus chères, même si vos exportations sont relativement moins chères, on vous dit que c'est un jeu à somme nulle. Sauf que quand on regarde les chiffres, la part pour la France des imports dans les exports, c'est 25%. C'est pas du tout 100%. Donc le jeu à somme nulle ne peut pas du tout se faire. Parce que s'il y a une dévaluation et dépréciation de 30%, la hausse des coûts des matières importées dedans, ça sera de 7,5%, soit les 30% de dépréciation, avec les 25% de contenants d'import. Alors que la baisse du coût, donc sur toute la partie exportée, sera de 22%. Ça nous donne au minimum un gain de compétitivité de 15 points. C'est monstrueux. Quand ils ont fait, il n'y a pas longtemps, le CICE, ils nous vendaient ça, les gains à la marge, c'était de mémoire, ça devait être de 1 à 2 points maximum. Là, par une sortie de l'euro, vous faites 15 points d'un coup. En plus de ça, il y a un effet dont on ne vous parle jamais en vous disant, regardez, votre pouvoir d'achat va baisser. Si votre monnaie se déprécie de 30%, vous avez 30% de perte de pouvoir d'achat. Les prix vont augmenter de 30%. Sous-entendu, tout ce que vous importez, ça 30% plus cher. Au-delà que dans un système concurrentiel, etc., tout ce que vous importez, d'ailleurs on a bien vu quand l'euro baisse, les prix dans les supermarchés n'augmentent pas forcément parce qu'il y a un effet de concurrence qui fait qu'in fine, ils préfèrent baisser leurs marges pour garder les marchés que d'augmenter les prix pour répercuter la hausse du coût de l'importation. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a forcément un effet de substitution qui va se faire. Parce que typiquement, là, on voit l'exemple des voitures de Hyundai et de Peugeot. Mais donc Hyundai produit cette voiture 10 000 $ et Peugeot la produisait 10 500 $. Alors les gens qui font attention à leurs moyens, forcément, ils vont acheter la Hyundai qui était à 10 000 $, parce que c'est moins cher. Maintenant, vous avez votre monnaie qui va se déprécier de 30% par rapport au dollar. La Hyundai, elle va passer à 13 000 $. La Peugeot, elle va toujours être à 10 500 $. La personne qui voulait faire attention, elle va acheter la Peugeot, elle ne va pas acheter la Hyundai. C'est d'ailleurs l'effet recherché par une dépréciation, c'est de favoriser la production nationale. Donc, in fine, la perte de pouvoir d'achat et la hausse des prix, elle ne va pas être de 30%, elle va être de 5%, parce que les gens vont acheter la Peugeot. Donc, encore une fois, cette idée de je déprécie de 30%, ça va être 30% de hausse, c'est complètement bidon. Il y a l'effet concurrentiel, il y a l'effet évidemment de substitution, c'est l'effet recherché qu'on substitue, qu'on remplace les produits étrangers par des produits français qui seront devenus relativement moins chers. Ils n'étaient pas forcément plus chers des 30%. Donc c'est entièrement faux. Et au-delà de ça, si vous réfléchissez bien, pour qu'il y ait les 30% de hausse des prix, il faudrait que 100% de ce que vous achetez soit importé. Pour qu'il y ait mathématiquement 30% de dépréciation, 30% de hausse des prix. Or, si on regarde les chiffres de la Banque mondiale, la France, il y a 30% d'importation dans le PIB français. Donc ça veut dire que même s'il n'y avait pas d'effet de substitution, pas d'effet de concurrence, il y aurait au maximum 30% de 30%, donc 9% de hausse des prix. Or, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y aura de la substitution, notamment par rapport à tout ce qui n'est pas matière première, qui pour le coup est incompressible. Les matières premières, c'est 4,2% l'import de matières premières du PIB. Donc le chiffre est complètement irréaliste. Au maximum, c'est 9%, et avec les substitutions, ça fera beaucoup moins. C'est entre autres ce que montre Jacques Sapir dans son étude de la France après l'euro. Qu'est-ce que nous dit Jacques Sapir dans cette étude? C'est assez intéressant. Après, l'étude, ça vaut ce que ça vaut, c'est des hypothèses, mais c'est intéressant de voir ce que ça donne. Son étude, elle est composée de 9 scénarios, avec des scénarios différents selon s'il y a un éclatement plus ou moins ordonné de la zone euro et selon la politique qui est menée après l'éclatement de la zone euro. C'est une politique plutôt pro-consommation, une politique pro-investissement ou une politique de réduction des déficits. Selon les hypothèses, ça nous donne donc, sur les 4 années cumulées une croissance entre 8 et 22%. Dans tous les cas, c'est bien supérieur. Vous imaginez, parce que même les 8%, c'est eu 2% par an sur 4 ans, c'est bien supérieur à ce qu'on connaît actuellement. L'option pro-investissement, qui est évidemment la meilleure dans l'optique de baisse du chômage, ça peut amener une baisse de 2 millions de chômeurs en 3 ans d'après l'étude de Jacques Sapir. Effectivement, c'est l'apocalypse. Et effectivement, comme je disais, moins de chômeurs,
Ça veut dire que l'État fait moins de dépenses de prestations sociales, mais en parallèle, elle obtient des recettes parce que c'est des personnes qui cotisent en plus. Donc effectivement, la meilleure façon de réduire le déficit, contrairement à l'idée reçue, c'est de recréer de la croissance pour baisser, entre autres, le chômage et amener plus de rentrées d'argent. À court terme, donc ça c'est le petit bémol, c'est qu'à court terme, il estime une baisse du patrimoine de 3 à 5%, mais qui serait retrouvée au minimum au bout de 5 ans. Donc c'est pas du tout l'apocalypse, là aussi, qu'on vous décrit. Le taux d'imposition, parce qu'effectivement, ça vous l'avez vu ces dernières années, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, si vous payez l'impôt sur le revenu, vous avez bien vu que l'imposition en général n'arrête pas d'augmenter parce que la commission dit qu'il faut réduire les déficits, et donc ils ont augmenté le taux d'imposition énormément, et surtout au niveau des classes moyennes, on le sait très bien, parce que effectivement les plus riches en France ne payent quasiment pas d'impôts, les plus pauvres n'en payent pas, et toutes les classes moyennes sont surtaxées, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Cette solution permettrait, d'après Jacques Sapir, de baisser le taux d'imposition en 5 ans de 45% du PIB à 41%. Donc évidemment, une baisse de l'impôt. Baisse de l'endettement public, là aussi. Donc on est grosso modo autour de 94% actuellement de déficit public, on passerait à 75%. Et au niveau de l'inflation, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc au maximum des hypothèses, on a 9%. Lui, il dirait que l'inflation serait au maximum de 5% la première année. Donc parce que, effectivement, dans son étude économétrique, il prend en compte l'effet de substitution, il prend en compte les réactions de l'économie à la variation du taux de change. Donc 5% maximum la première année, puis 4% la deuxième, et qui diminuerait ensuite. On avait plus d'inflation pendant les 30 Glorieuses, par exemple. Donc c'est pas non plus des niveaux démesurés comme ceux qu'on nous vend de la sortie de l'euro et de l'apocalypse au niveau de l'inflation. Une autre étude, c'est intéressant, c'est Bank of America. On ne peut pas dire qu'il soit particulièrement anti-euro ou que ce soit particulièrement des uberlus, parce qu'on va dire après Jacques Sapir, oui, c'est un économiste qui est anti-euro, donc forcément c'est biaisé. Bank of America nous dit qu'ils ont fait pareil des études d'éclatement de la zone euro, et ils nous disent que, ne serait-ce que sur la variation du taux de change, parce que vous voyez ici la France, il y aurait 5% de croissance qui serait liée à la dépréciation du taux de change. Et Natixis, une des grandes banques françaises, dit également, effectivement, quand on analyse les fondamentaux de l'économie française, sa compétitivité coût et compétitivité prix, Natixis nous dit que la France aurait besoin d'une dévaluation du franc. Pas possible en l'euro, évidemment. Pour tordre le cou, encore une fois, à ce mythe de la dévaluation, la dépréciation qui amènerait à la catastrophe, on a des exemples historiques. On voit en 92 le Royaume-Uni qui a dévalué de 23%. Sur les 3 années après les dévaluations, il y a eu une croissance de 10%. La Suède qui avait dévalué de 22% a eu une croissance après de 9%. L'Italie en 92, pareil. Dévaluation de 31%, une croissance de 6%. Même chose pour la Finlande, la Corée du Sud, l'Argentine. Donc on voit très très bien que ce n'est pas du tout l'apocalypse décrit par les européistes. C'est des exemples historiques qui le montrent. Ce n'est pas seulement, encore une fois, Jacques Sapir, l'étude de Bank of America, l'UPR ou François Asselineau qui le disent. Il y a également beaucoup d'économistes très sérieux qui vont dans ce sens-là, qui disent que l'euro de toute façon ne peut pas marcher et que la meilleure solution, c'est de sortir de l'euro. Notamment Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, dit exactement ça. Il dit qu'une sortie de l'euro peut-être serait douloureuse, mais rester dans la zone euro sera encore plus douloureux. Vous voyez, parce qu'évidemment, on vous dit ça va vous coûter une fortune si vous sortez de l'euro, mais on ne parle jamais du coût du maintien dans la zone euro. Le coût en termes de chômeurs, le coût en termes de croissance faible, ça on ne vous en parle jamais. Il y aurait soi-disant des coûts si on sort, mais les coûts du maintien, c'est silence radio. Même chose pour un autre prix Nobel d'économie, Christopher Smith, qui dit « Si je devais conseiller la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, je leur dirais de préparer des plans d'urgence pour quitter l'euro. Rien ne sert de rester dans la zone euro si lorsque vous faites face à un choc, ce dernier s'aggrave. Il serait coûteux de quitter l'euro, mais il serait également très coûteux d'y rester. » Il y a beaucoup d'économistes français, donc vous connaissez certainement Vincent Brousseau, qui est un ancien économiste de la BCE, qui nous a rejoint, qui dit également qu'il faut sortir de l'euro. Je cite entre autres Alain Cotta, Gaël Giraud,
Frédéric Lordon, Philippe Murer, Steve Oana, Jacques Sapir, Philippe Villain, Bernard Marie, Jacques Généreux ou Jean-Jacques Rosa. Et d'autres prix Nobel d'économie, Maurice Allais, grand prix Nobel d'économie français, Christopher Pizarrides, Paul Krugman, Thomas Sergent, James Mirrlees, Milton Friedman ou Amartya Sen. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les débats télé sur l'euro d'ailleurs, on voit tout le temps qu'une petite dizaine d'économistes qui n'ont pas du tout le niveau, qui ne sont pas des prix Nobel, et si vous regardez leur pédigré, ils travaillent quasiment tous dans des banques. C'est intéressant parce qu'on vous dit, c'est intéressant de savoir qui paye et qui finance les personnes. Vous ne trouverez pas un économiste sérieux qui dit que la zone euro peut fonctionner. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez toutes les divergences que je vous expliquais tout à l'heure. Pour qu'une zone euro puisse fonctionner, que ce soit une zone monétaire dite optimale, il faudrait chaque année que les pays excédentaires, quand on dit pays excédentaires, grosso modo c'est l'Allemagne, transfèrent 80 à 100 milliards d'euros vers les pays du Sud. Vous pensez évidemment que les Allemands n'accepteront jamais ça. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'une zone monétaire, dans toute l'histoire, toutes les zones monétaires plurinationales ont toujours explosé. Parce que pour qu'une zone monétaire fonctionne, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité qui fait justement qu'effectivement les zones les plus compétitives financent les zones les moins compétitives. C'est le cas en France par exemple. En France, Paris va financer effectivement, peut financer la Bretagne, va financer la Bourgogne, va financer la Corse, les régions qui sont moins compétitives que la région parisienne. Mais c'est possible et il n'y a personne qui se plaint parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment d'appartenance nationale. C'est pas du tout le cas quand vous voyez la réaction des Allemands qui ne veulent plus donner 1 euro pour la Grèce par exemple. On voit très bien que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Pas de peuple européen, ça veut aussi dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie européenne si on réfléchit un peu. Démocratie, ça vient du grec démos, kratos, c'est le pouvoir du peuple. À partir du moment où il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Ça permet de réfléchir un petit peu plus loin que les questions économiques.